Bonjour, nous voici arrivés au terme de la première étape de notre voyage touristique dans le monde quantique. Ça nous a permis d'approcher rapidement de l'endroit où les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Mais bon, j'ai peur que ce soit peut-être pour vous au prix d'un petit peu de déception. Alors, je vous invite à regarder un peu plus la carte du voyage que j'ai préparée pour toute cette expédition. L'itinéraire vert, c'est l'itinéraire, je dirais, habituel des vulgarisations. Je l'ai déjà parcouru plusieurs fois, je ne regrette pas de l'avoir fait, et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous conseille d'aller essayer vous aussi. Vous trouverez sur YouTube ou ailleurs de très nombreuses vidéos, des articles, des ouvrages qui font tout ça très bien. Et j'en indiquerai quelques-uns d'ailleurs sur mon site Vents et Jardins. En général, cet itinéraire vert commence par l'expérience des fentes de Jung et par cette histoire des électrons qui sont censés passer par deux fentes à la fois. Mais cette histoire de deux fentes à la fois, ça n'est en fait qu'une manière de parler, et nous le verrons, nous, dans une prochaine étape en passant par l'itinéraire bleu. Ça nous fera découvrir par la même occasion la forêt des qubits, d'où on tire le bois, comme vous le savez, qui est nécessaire à la fabrication des ordinateurs quantiques. Ensuite, quand on passe par l'itinéraire vert, on jette un coup d'œil sur le célèbre chat de Schrödinger, celui qui est censé être à la fois mort et vivant. Et là aussi, on verra de notre côté, le moment venu, que ça n'est au fond qu'une manière de parler, et ce pauvre chat n'est pas à la fois mort et vivant, il n'y a pas de chat zombie. Histoire de nous filer un peu plus le tournis, l'itinéraire vert aborde en général en vitesse à ce moment-là l'hypothèse des mondes parallèles d'Everett. Et là, pour le coup, ça n'est peut-être pas seulement une manière de parler, mais bon, de la même manière, on regardera tout ça de beaucoup plus près le moment venu, et on le fera pour cette question en compagnie d'Étienne Parisot pour cette étape particulière. Et enfin, quand on est sur l'itinéraire vert, on est obligé de prendre énormément de recul, quitte à se perdre un peu parfois dans les marées du Quantox. Mais c'est nécessaire pour voir le reste du paysage. On regarde alors de très loin, par exemple, le coup du soi-disant principe d'incertitude. Et sur ce sujet, lorsque nous verrons les choses de beaucoup plus près en passant par l'itinéraire bleu, on comprendra avec Étienne Klein qu'il n'y a en fait aucune incertitude, mais seulement de l'indétermination, ce qui n'est pas du tout la même chose. On en profitera pour parler un petit peu aussi d'intrication quantique, par exemple avec cette vulgarisation qui est d'excellente qualité, mais aussi en essayant d'approfondir un peu plus. Peut-être même qu'on jettera un petit œil sur la téléportation quantique, et même sûrement. Mais là, par contre, si on essayait de regarder la téléportation quantique en se limitant à l'itinéraire vert, le plus simple, le piège, c'est que le meilleur côtoie souvent le pire du Quantox et on pourrait se trouver en difficulté. Cet itinéraire vert n'est pas du tout à mépriser. Au contraire, il est très intéressant de le parcourir pour une première exploration. Simplement, le problème, c'est qu'il n'est pas possible de regarder les choses de plus près sans passer par l'itinéraire bleu. Je le sais parce que j'ai essayé. Cet itinéraire bleu, lui, contient un minimum de mathématiques. Et c'est même pire que ça, parce qu'il faut bien reconnaître que plus on monte en altitude, et plus on est obligé d'avoir un minimum d'équipement mathématique pour avancer dans l'escalade. Pour les touristes que nous sommes, ça sera quand même pas des mathématiques très compliquées, car on n'aura jamais besoin de faire des calculs d'ingénieurs ou de chercheurs. Mais nous aurons quand même besoin de comprendre au moins les grandes lignes de quelques notions de mathématiques qui ne sont pas enseignées jusqu'à la terminale et qu'on apprend qu'après.
On n'y peut rien, c'est comme ça. Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, et on peut bien estimer que les mathématiques ont une efficacité déraisonnable dans tous ces sujets. Ça ne change rien au fait qu'elles soient indispensables. Mais soyez tout à fait rassurés si vous envisagez de m'accompagner dans la suite de mon voyage. On ira très progressivement pour la bonne et simple raison que j'aurai moi-même énormément de choses à apprendre encore, et en même temps que vous, au fur et à mesure de notre progression. Le seul petit avantage que j'aurai peut-être sur vous, et encore pas toujours, c'est que je me suis déjà perdu plusieurs fois dans ces hauteurs et que du coup, je crois savoir maintenant à peu près de quel équipement mathématique nouveau je vais devoir me servir pour continuer d'avancer. Notre toute prochaine étape devrait correspondre à peu près aux 3 premiers cours de Leonard Susskind dans son Theoretical Minimum dont j'ai déjà parlé. Je donnerai tous les liens nécessaires sur le site. Si vous parlez anglais, n'hésitez surtout pas à commencer sans m'attendre. La première heure au moins de ce cours ne devrait pas vous surprendre si vous avez suivi cette première série de vidéos. Et pour la suite, s'il vous reste quelques bases sur les espaces vectoriels et les nombres complexes, vous devriez pouvoir suivre aussi sans difficulté. Mais si vous préférez m'attendre pour la suite de nos aventures, je pense pouvoir la publier dans le courant du premier semestre 2020. D'ici là, je vous invite à réviser ou à acquérir un minimum de notions sur les sujets suivants qui vont nous être indispensables à cette altitude pour cette deuxième étape. D'abord, quelques notions de base sur les nombres complexes, celles qu'on a au lycée suffiront tout à fait. Et puis aussi quelques notions de base sur les espaces vectoriels et les vecteurs. Même chose, pour le moment, ce qu'on apprend au lycée suffira tout à fait aussi. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de ça ? Parce qu'on ne pourra tout simplement pas monter d'un seul niveau en physique quantique sans combiner quelques vecteurs et quelques nombres complexes. C'est comme ça, il faut savoir les manipuler, la nature en a décidé ainsi, on n'y peut rien. Mais on n'aura pas besoin de devenir des experts en vecteurs complexes, on se contentera d'en manipuler un petit peu quelques-uns. Si vous ne l'avez encore jamais fait, ne vous inquiétez surtout pas, je prendrai tout mon temps pour vous y aider sur mon site web, ailleurs, et peut-être aussi avec une autre série de vidéos. Pour cette deuxième étape, il nous faudra aussi, mais encore une fois rien de presse, quelques notions de base sur le concept d'état en physique classique. Qu'est-ce que c'est qu'un état physique ? Et quelques notions de base aussi sur les matrices carrées. Les matrices carrées 2 x 2, ça nous suffira. Leur addition et leur multiplication. Là aussi, pas de panique, on n'aura vraiment besoin que des notions de base, j'insiste. On mettrai des liens sur mon site pour vous guider dans ces révisions si vous avez déjà vu tout ça, ou dans ces apprentissages s'il y en a besoin. On n'a pas besoin de faire des choses compliquées. Voilà. Avant de nous quitter pour quelque temps, je voudrais, pour terminer tout à fait, vous donner quand même un bref avant-goût de ce qu'on va découvrir dans la deuxième étape de notre voyage. Pour commencer, on regardera comment se répartissent les atomes d'argent de l'expérience de Stern et Gerlach qu'on vient de voir, si on fait tourner le dispositif, d'abord un tout petit peu, puis un petit peu plus. Et on se posera alors la question de savoir si ces atomes suivent vraiment une trajectoire entre le moment où ils survolent l'aimant et le moment où on les observe sur la cible. Cette question peut sembler tout à fait idiote. Elle ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Elle est même au cœur, je crois, du mystère, de ce qu'on appelle le mystère de la physique quantique. Par exemple, est-ce qu'une trajectoire comme celle-ci est possible ? Ça semble un peu absurde, non ? Et comme ça, si je mets un écran au milieu. Ceux qui ont déjà entendu parler de l'expérience des fentes de Young savent bien que, même si ça a l'air idiot, on est obligé d'y penser. Et qu'au lieu de parler de trajectoire, on est obligé de se contenter de parler de choses beaucoup plus vérifiables, comme celle-ci.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'hypothèse qu'il y a une trajectoire de la particule pendant tout le trajet où on ne l'observe pas, on va se contenter de dire ce qu'on peut vérifier. C'est-à-dire que si on observe une condition initiale, dans un ensemble de conditions de l'environnement, alors on observera un état final, mais on ne peut tout simplement rien dire de ce qui se passe. Entre les deux, en tout cas, on ne peut pas présupposer qu'il y aurait entre les deux des trajectoires pendant lesquelles la particule aurait à chaque moment un emplacement, une position et une vitesse bien définie. Voilà, c'est tout pour le moment, on y reviendra plus tard. J'espère que vous avez apprécié cette première série de vidéos. Et donc on se retrouvera bientôt pour la suivante. À bientôt.